l'esclave d'hier se transforme en tyran. Alertait déjà Beaumarchais. Aussi la situation au Sénégal, où on avait vu Macky Sall être maltraité, jouer à la victimisation, pleurer à grosses larmes lorsque Maître Abdoulaye Wade, au pouvoir, était en train de violer la Constitution pour se représenter. On le voyait tout vent debout. Toute l'Afrique condamnait ça, ce braquage, puisque d'ailleurs Macky Sall parlait de tripatouillage constitutionnel. Macky Sall avait versé des larmes qui ruisselaient sur ses joues rubicondes. Ses yeux devinrent rouges, comme ceux de Dracula, lorsque sur la place de l'Obélisque, après avoir lui-même appelé à manifester, les forces de sécurité du régime en place avaient finalement eu à maltraiter, à tirer à balles réelles sur la population. Macky Sall qualifiait les autres de sales. Et surtout, Abdoulaye Wade était pour lui un sanguinaire qui était en train de faire rentrer la démocratie du Sénégal. Seul pays de l'Afrique de l'Ouest, ou alors l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest, je dirais même seul, n'ayons pas peur des mots, à n'avoir pas encore connu un coup d'État et qui devenait pour les autres pays d'Afrique francophone un exemple de la démocratie après les 20 ans passés au pouvoir par le père de la nation qui avait fait 20 ans et puis qui avait passé la main pour un autre qui avait fait de à peine 20 ans également, on peut dire, même pas, parce qu'en 2001, il était venu aussi au pouvoir et il était reparti. Et puis vint un autre président qui lui était avocat et qui avait parlé d'être l'homme du renouveau et l'homme de la démocratie. Je ne le cite pas nommément parce que celui qui m'intéresse est Macky Sall. Par rapport à l'image sale qu'il donne aujourd'hui à l'Afrique et qui inquiète. Le peuple sénégalais est endeuillé. Et nous devons commencer par adresser nos condoléances aux familles très attristées. Parce que ce sont des jeunes qui sont tombés. Parce qu'ils demandaient la liberté. Parce qu'ils veulent la démocratie. Parce qu'ils veulent l'alternance et parce qu'ils ne veulent pas la manipulation d'une justice aux ordres. Ces jeunes-là, beaucoup qui vont m'écouter vont peut-être dire qu'ils ne sont pas proches d'eux, parce qu'ils ne sont pas de leur famille, parce que peut-être ils ne sont pas Camerounais ou Tchadiens. Mais nous formons une même famille. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Togo, Gabon, au Sénégal et partout, ça nous concerne. Et c'est pour cela parce que ces pays-là que nous, on a souvent cités, surtout ces hommes sur qui nous avons mis, porté nos espoirs, quand ils nous plongent dans le désespoir, on s'est dit, est-ce que l'homme noir est vraiment prêt à accepter que le pouvoir n'est pas seulement une affaire de sang, de force, de trucage,
procès kafkaïen, un procès politique contre son adversaire Sonko, qui s'est achevé par une condamnation de 2 ans ferme juste à l'entrée de ce qu'on peut appeler le Grand Roach présidentiel de 2024. Ce qui veut dire que Macky Sall écarte son adversaire sous de fallacieux prétextes de corruption à la jeunesse, alors que Ousmane Sonko était plutôt poursuivi pour viol et pour menace de mort. Donc moi, par exemple, on me porte plainte pour vol de costume et finalement on va me condamner pour vol de bananes ou pour distraction de bananes. C'est banal, mais ça montre jusqu'où, justement, on n'a pas trouvé des éléments concrets pour pouvoir mettre hors d'état de nuire Ousmane Sonko. Conséquence, le peuple sénégalais est descendu dans la rue. Et Macky Sall a mis ses bourreaux, ses forces de sécurité. Le bilan provisoire fait état de 9 morts et de beaucoup de blessés graves, sans oublier des bus qui ont été brûlés, sans oublier l'instabilité aussi qui est en train de s'installer dans le pays. On aurait pu dire que c'est un accident, mais le problème c'est que ça se répète. Toujours avec Macky Sall, lorsqu'on sait qu'en mars 2021, après l'arrestation d'Ousmane Sonko, il y avait aussi eu des émeutes qui se sont soldées par 14 morts. Donc, 12 jeunes abattus par balles. Des tirs à balles réelles pour quelqu'un qui se présentait comme un démocrate et qui est en train de tout faire pour détruire tous ses adversaires. Macky Sall est donc en train de répéter les erreurs d'Abdoulaye Wade. Et en pire, parce qu'on sait très bien que toutes les manœuvres de Macky Sall conduisent tout simplement à un 3e mandat. Ah oui, les chefs d'État africains, quand ils arrivent désormais, ils connaissent la pichenette à l'habilla, on modifie la constitution, et puis on commence à multiplier les mandats. Vive Paul Biya. Tous ceux-là qui hier le critiquaient sont devenus ses fervents élèves. Macky Sall donc, par rapport à ce qui se passe au Sénégal, nous montre que justement les bourreaux ne sont pas très loin de nous et que parfois il ne faut pas écouter les hommes politiques. Macky Sall avait été recruté par Abdoulaye Wade comme ministre de l'énergie, puis ministre de l'Intérieur et même président de l'Assemblée nationale, sans pour autant oublier qu'avant cela, il était Premier ministre. Mais il a tourné le dos à Abdoulaye Wade, le critiquant, le fustigeant, et surtout que lui qui avait été son directeur de campagne en 2007, disait déjà, lorsque Abdoulaye Wade avait annoncé qu'il devait faire un 3e mandat parce que il avait un prétexte que lui, il avait été élu sur la constitution de 1963 qui ne limitait pas les mandats. Et lui, quand il est aussi arrivé au pouvoir, bam, en 2001, il a changé les règles du jeu, en plein match. Et il a dit, cette fois-ci, ce ne seront plus les mandats illimités, mais ce seront 2 mandats.
Or, il avait été élu pour le mandat de 7 ans. Et lorsque, justement, il voyait déjà que le deuxième mandat venait, il avait engagé le 3e mandat en disant, oublions ça, comme Ouattara. Macky Sall s'était donc levé contre Abdoulaye Wade, son ancien maître. Et il avait appelé le peuple sénégalais et la jeunesse à se mettre dans la rue, à barrer la route à maître Abdoulaye Wade, qui à cette époque-là avait 85 ans. Et puis, après s'être servi de ce peuple-là, eh bien, Macky Sall a réussi à arriver au pouvoir parce que Abdoulaye Wade avait utilisé les instruments de l'État tels que le Conseil constitutionnel pour justement passer par force comme au Cameroun, puisque le Conseil constitutionnel, les 5 membres, soi-disant les sages, tous avaient été nommés par lui et donc à sa solde. Sauf que le peuple sénégalais, mûr, avait compris le jeu et avait puni sévèrement Abdoulaye Wade, qui fut battu à plate couture au 2e tour. Mais néanmoins, bien qu'humilié, il avait reconnu sa défaite. On se disait donc que Macky Sall a regardé les erreurs de son prédécesseur et qu'il n'allait pas faire ça, qu'il n'allait plus recommencer ça. Mais bam, à peine arrivé 2016, il modifie la Constitution. Alors que la Constitution de 2001 dit déjà qu'aucun président ne peut plus faire 2 mandats, conformément à l'article 27. Voici Macky Sall qui vient maintenant raconter au monde entier que, attendez, je vais encore bien nettoyer cette constitution-là, je suis un bon démocrate. Et son argument pour qu'il soit élu pour le 2e mandat était que en 2019, c'est mon dernier mandat. Élisez-moi et je pars parce que la constitution, c'est juste 2 mandats. Et d'ailleurs, il y a eu un autre livre où Macky Sall, devant le monde entier, est écrit noir sur blanc que ce mandat était son dernier. Mais Macky Sall a vu ce qui se passait en Côte d'Ivoire, ce qui se passe un peu partout en Afrique noire. Il a dit, mais je suis noir, je suis un mouton noir. Et pourquoi vouloir montrer que l'homme noir a un peu évolué, que la démocratie est aussi en train d'avancer? Allez, marche arrière. Et voilà Macky Sall qui est sur le point de faire le forcing pour un 3e mandat, en utilisant toutes les méthodes antidémocratiques à l'instar de maître Abdoulaye Wade, qui, faut-il le dire, lui aussi avait interdit à 3 de ses anciens premiers ministres de se présenter à l'élection présidentielle. Macky Sall, à peine il est arrivé, il a écarté presque tout le monde. Youssou N'Dour, non, sa candidature n'avait pas été validée parce que Macky Sall estimait qu'il fallait 10 000 signatures. Mais Youssou N'Dour avait récolté 13 000 signatures. Sa candidature n'a jamais été validée. Les vrais adversaires qu'il avait, tels que le maire de Dakar, Khalifa Sall, ah oui, son homonyme, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à celui-là? Il a accusé de détournement d'un lot de milliards. Et finalement, il a jeté en prison pour le disqualifier. Il ne s'était pas arrêté là puisque justement, le fils de son prédécesseur, Wade, bien évidemment, comme tu l'as vu, que non, il y a un autre petit Wade qui arrive là. Il a dit, en 2015, allez, procès. Arrestation. Jusqu'à le condamner à 6 ans de prison. Et 138 milliards
à payer à l'État du Sénégal et il devrait recouvrer de tout ça, saisir ses biens. Le monde avait commencé à regarder les germes des dictatures qui étaient en train de se développer sur un Macky Sall qui devenait de plus en plus sale. Et pour encore bien manipuler l'opinion, avec sa justice assez bonne, et il avait fait semblant d'être tout bon, tout miséricordieux en disant, oh le petit Wade, tu peux maintenant sortir, je t'accorde l'amnistie. Et en pleine nuit, expulsion au Qatar, ne vient plus me gêner. Pour l'élection de 2019, le petit Wade fut écarté parce qu'il fallait d'abord qu'il puisse payer la caution de 138 milliards. Macky Sall, toujours, encore plus cruel, a demandé qu'on saisisse ses biens qui étaient en France. Et finalement, la justice française a compris le jeu. Et Macky Sall, bien qu'étant soutenu parfois et souvent par la France, a vu comment est-ce qu'il a eu une première défaite. Au tribunal de grande instance, on avait rejeté justement ce vœu de saisir les biens du petit Wade, je l'appelle petit Wade. Et puis, il avait aussi fait appel, et même en appel, en 2018, il avait encore échoué. Qu'à cela ne tienne, il est passé président. Ousmane Sonko était troisième. Macky Sall a vu comment la popularité de cet homme était en train de monter. Parce qu'il représentait un espoir pour la jeunesse. Et parce qu'en même temps, il critiquait le franc CFA. Il s'est donc servi de cet alibi pour devenir encore l'ami et le protégé de Paris et dire c'est moi qui représente mieux les intérêts français. Sauf qu'aujourd'hui, la boussole est en train de tourner à l'envers. Parce qu'il faut savoir que la France a demandé à Macky Sall de résoudre cette crise politique. Alors qu'il croyait qu'il allait rapidement arrêter Ousmane Sonko, l'annihiler, mais il se rend compte plutôt que ça risque de conduire la France à une guerre civile. Et la France également va beaucoup perdre. Elle qui a déjà perdu des territoires importants en Afrique. Et le Sénégal est l'une de ses chasses gardées. Or, lorsqu'on voit par exemple la position de la France aujourd'hui, a-t-elle intérêt de supporter un Macky Sall qui est devenu impopulaire et qui est en train de tirer sur le peuple à boulet rouge? La France risquerait donc encore se tirer elle-même la balle au pied. Déjà, l'Élysée, sans pour autant oublier le Quai d'Orsay, ont commencé à réfléchir en regardant au rétroviseur les événements de 2021 où, faut-il le dire, 28 magasins d'Auchan avaient été pillés. Les stations Total avaient été prises pour cible. Les intérêts français étaient menacés par le peuple qui comprenait que Macky Sall était le protégé de la France. Et la France, faut-il le dire, au Sénégal, ses IDE sont importantissimes. Et d'ailleurs, sa colonie est aussi grandissime. Quand on parle de ces investissements de la France, avec 250 entreprises installées au Sénégal, avec peut-être, comme ils disent, 150 000 personnes qu'ils emploient. La France a donc intérêt à ce que ça ne s'embrase pas. Parce qu'en ce moment,
Macky Sall a allumé le feu. Et ce feu risque d'être très dangereux et ravager la France. Des morts, des blessés, et tout ça pour le pouvoir. Va-t-on au ciel, au paradis, avec la couronne sur la tête? N'a-t-on pas vu les Obama vivre une simple vie? Après le pouvoir, il y a une vie, Macky Sall. Pourquoi les chefs d'État africains ne comprennent pas ça? Pourquoi vous ne voulez pas la liberté? Vous n'avez pas assez volé? Et regardez de l'autre côté, en République centrafricaine, juste à côté de nous, voilà quelqu'un qui était, ou qui est présenté par certains panafricains, comme étant un grand homme. Ils le soutiennent. Touadéra. Touadéra Bangala, professeur de mathématiques. Le voilà aussi. Qui immédiatement, alors qu'on dit qu'il est anti-français, boum, 29 mai, il annonce qu'il va organiser un référendum pour aussi changer la constitution. Une constitution qui date à peine de 2016, comme exactement celle du Sénégal. Et tout ça pour un autre troisième mandat. Là, la France n'est pas concernée seulement aussi en République centrafricaine. C'est maintenant les Russes. C'est maintenant Poutine. Les panafricains nous ont dit que le changement arrivait par là. Que les Touadéra tenaient la tête à l'ancienne puissance coloniale. Est-ce que donc, en tenant la tête à l'ancienne puissance coloniale, on va uniquement collaborer avec d'autres en vendant les matières premières, en hypothéquant tout, juste pour rester au pouvoir, à vie? Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Et le même Touadéra qui critiquait la France va maintenant choisir l'onction auprès de la France pour ce troisième mandat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Touadéra n'a pas assez de l'argent et aujourd'hui constate que Wagner, non seulement a pris les mines, mais c'est encore lui qui doit payer Wagner. Où sont donc les salaires des fonctionnaires? Et voilà les deals qu'ils sont en train de faire. Sur le dos du peuple centrafricain. Touadéra, qui faisait semblant de rompre avec la France, est parti rencontrer Kouya Macron à côté. Et ce n'est pas tout. Et il nous présentait quelqu'un à la télé, on le filmait avec des armes qu'on disait que c'était pour déstabiliser la République centrafricaine. Rémi Quignolo, qui était en République centrafricaine depuis 2013. Mais en 2018, on nous a présenté cet homme comme étant un grand mercenaire envoyé par la France pour déstabiliser la République centrafricaine. Et puis, qu'est-ce qu'on entend? Que le même Rémi Quignolo est aujourd'hui à Paris pour une évacuation sanitaire parce qu'il a d'abord fait une sorte de grève de la faim et puis grève de l'eau. Et les autorités centrafricaines veulent nous faire croire que c'est à cause de sa maladie qu'on l'a laissé partir. Non. Tout s'est enchaîné. Et c'est pour ça que Touadéra vient annoncer immédiatement.
je vous donne l'otage, vous me laissez tranquille, briguer mes mandats, et puis on se partage. Dans ce marché-là, contrairement à ce que la presse internationale vous annonce, c'est un Camerounais, ou plutôt un Français d'origine camerounaise, qui a joué le rôle le plus important dans cette affaire. C'est un ancien prisonnier de Paul Biya. Il est resté au cachot au sous-sol du CED pendant 17 ans avant d'être lui aussi libéré grâce à l'intervention de François Hollande. Ce monsieur dont on ne parle pas dans cette transaction de Rémi Kignolo s'appelle Michel Thierry Atangana. Vous ne pouviez pas imaginer. Et pourtant, c'est la réalité. On ne vous dit pas ce qui se passe et ce qui se cache derrière la libération de Rémi Kignolo. Et que la libération de Rémi Kignolo, où justement le Cameroun a un peu joué son rôle, donc avec Michel Thierry Atangana, et sans pour autant oublier la France qui, justement, aussi est en train de pistonner, et ça, on va y revenir. De l'autre côté, quelqu'un de la famille Biya pour pouvoir succéder, eh bien, on dit, on vous laisse prendre le pouvoir, rester sur le trône, pourvu que nous cédions ceci. Touadéra doit dire la vérité au peuple centrafricain sur ce marché-là. Mais comme je sais que le peuple centrafricain aussi, celui-là qui me suit, parce que beaucoup là-bas, des journalistes, des hommes politiques sont aussi corrompus, je préfère leur donner les dessous de ce marché de dupes et surtout de ce qui va arriver. Touadéra a écrit, ou plutôt, on vous a présenté des trucs de la cour d'appel comme si la justice faisait quelque chose en République centrafricaine. Je vais vous montrer ce grand banditisme-là. Voilà ce que la cour de Bangui a écrit. J'ai ça ici. Et c'est le cabinet. Cour d'appel de Bangui, chambre d'accusation, président, numéro 035 CAB PDT 23, ordonnance au fonds d'autorisation de sortie du territoire national. Nous, Laurent Wambita, président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bangui, vu la procédure suivie contre Yohan Rémi Kignolo, né le 17 janvier 1966, à Tunis, de feu tel, célibataire, père de 4 enfants, sergent de l'armée française. À la retraite, domicilié au quartier Seydou, à Bangui, jamais été condamné, de nationalité française, téléphone tel, accusé d'espionnage, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, port illégal d'armes de chasse, crimes et délits prévus par les articles 270, 259 du Code pénal et les articles 10 et 11 de la loi 61-216 du 4 mai 1961 sur les armes à feu, placé sous mandat de dépôt le 18 mai 2021 et en liberté provisoire sous contrôle judiciaire depuis le 22 septembre 2022. Vous connaissez là où il était? Le contrôle judiciaire, c'était à l'ambassade de France. Vu la demande d'évacuation sanitaire en France introduite par Maître Serge Wallot en date du 17 avril 2023, vous avez suivi 17 avril 2023. Retenez d'abord ça, 17 avril 2023. C'est là où la requête est introduite. Je vais vous montrer que c'est un mensonge. Vu le réquisitoire de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Bangui, tendant à l'évacuation sanitaire de l'accusé Yohan Rémi Kignolo pour raison de santé en date du 17-05-2023, attendu que l'accusé
Yohan Rémy Kignolo est poursuivi pour les faits qualifiés d'espionnage, de détention illégale d'armes et de munitions de guerre, ainsi que d'armes et de munitions de chasse, que la procédure est pendante devant la cour criminelle de la cour d'appel de Bangui, que le dossier a été enrôlé à plusieurs reprises au cours des 2 dernières sessions criminelles, mais renvoyé compte tenu de l'état de santé du dit accusé, que depuis son état de santé ne cesse de se dégrader, comme l'atteste le dossier médical joint à la demande introduite par son conseil. Que le dit dossier médical fait clairement ressortir qui présente les déficiences rénales importantes nécessitant un plateau technique spécialisé. Attendu que le rapport médical fait état d'une situation qui risque d'être préjudiciable à la santé et à la vie de l'accusé Yohan Rémy Kignolo, que dans l'optique de mettre l'accusé à l'abri d'une situation qui puisse compromettre à sa vie, oh là là, qu'ils sont humains, autorisons la sortie du territoire national de l'accusé Yohan Rémy Kignolo pour raison de santé. Il pourra se présenter, devant la cour criminelle de la cour d'appel de Bangui dès amélioration de son état de santé. En conséquence, autorisons également la restitution de son passeport numéro tel et sa carte bancaire. Soit. Je vais déposer ça ici. Je vais donc vous dire, contrairement à ça, pour qu'on arrive à cette libération, c'est Michel Thierry Atangana, arrêté au Cameroun en 1997, bien sûr, avec Titu Sédioua, et qui avait été abandonné par la France. 17 ans abandonné. Il y avait l'ambassadeur qui était là. Il a fallu que je commence aussi avec les conférences de presse ici, et aussi parce qu'il y avait Guénon, l'ambassadeur, qui a entendu comment est-ce que cette affaire prenait déjà une certaine ampleur et que Hollande a finalement décidé de faire la pression sur Paul Biya pour libérer finalement Michel Thierry Atangana. C'est donc Michel Thierry Atangana, écoutez-moi bien, qui a cette association. Je vais vous montrer au moins, c'est cette association qu'il a créée. Et parce que justement il travaille avec le Sénat, les députés, il y a même une loi qui porte le nom actuellement d'Atangana, qui est inspirée par rapport aux détenus français, parce qu'il doit avoir dans le monde actuellement plus de 1200. Atangana contre l'oppression, ça c'est l'association AACOA. Voilà. Atangana, association Atangana contre l'oppression et l'arbitraire. Voilà cette association. Et c'est Atangana, le Camerounais ou le Franco-Camerounais, qui va contacter l'ambassadeur du Gabon à Paris, qui s'appelle Flavien Mbata. Il est un des frères de Touadéra. Il est de la famille de Touadéra. C'est lui qui est à Paris. Pour lui proposer un deal, en lui disant, il faut sortir cet homme, et surtout, ça va te permettre d'apaiser, dis à ton président, ça va vous permettre d'apaiser des relations avec la France. C'est donc Michel Thierry Atangana qui n'est plus cité dans cette affaire, qui lance cela. En mars, les démarches commencent. Ici, on vous dit que l'avocat introduit en avril. Entre le mois de mars et le mois d'avril, qu'est-ce qui vient devant? C'est bien mars. Michel Thierry Atangana va donc saisir, que ce soit le Quai d'Orsay, ainsi de suite. Et bien évidemment, l'ambassade de la République centrafricaine à Paris,
l'ambassadeur va saisir Touadéra pour lui dire que mais, tu as trop de problèmes avec la France actuellement. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer les salaires. Et là, Wagner, si tu ne payes pas là-bas, ils vont te buter. Et même ceci et cela. Voilà pourquoi Touadéra accepte de libérer Rémi Quignolo. Peut-être même, il y a de l'argent derrière. Je ne veux pas encore parler de ce côté-là. Dans cette négociation, Touadéra qui a passé le temps à dire aux Africains qu'il était en train de se débarrasser de la France pour maintenant passer le 3e mandat, libère Rémi Quignolo, va négocier derrière et il ne cite même plus Michel Thierry Atangana parce que Rémi Quignolo il est passé bien évidemment par le Gabon. Pourquoi par le Gabon? On dit que c'est le Gabon qui a négocié, mais non, c'est parce que juste il n'y a pas de vol direct entre la République centrafricaine et le Gabon, donc le vol part au Gabon avant de redécoller, tout comme aussi les vols partis sont pour le Cameroun. Michel Thierry Atangana, cependant, je parle de ça parce que lorsque je faisais mes conférences pour demander sa libération, les autorités françaises n'y voyaient aucun intérêt. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'autres gens qui sont, il y a beaucoup d'autres prisonniers français qui sont ailleurs. La Cluche, Alianga, il est au Gabon. Il est maigre comme un clou, je vais vous montrer, je vais vous présenter la prochaine fois sa photo. Mais on ne parle pas de lui. Mais comme il y a des intérêts actuellement entre la Russie, il y a une guerre entre la Russie et la France, ou plutôt entre la Russie et les puissances occidentales en République centrafricaine, on profite donc pour faire ce marchandage. Les Russes prennent là-bas, les Français prennent là-bas, et on appelle Touadéra le panafricaniste. Voilà donc nos panafricanistes. Ils détruisent la Constitution. Tout le monde applaudit. C'est-à-dire que les fans et tout, oh non, c'est toi qui nous as apporté ceci et tout, et tout. Regardez comment la République centrafricaine est riche. Qu'est-ce qu'ils ont? Rien du tout. De la même façon, je vais dire que lorsqu'il faut libérer les otages, il n'y a pas d'otage supérieur, il n'y a pas d'otage, on doit aller donner beaucoup d'argent. Michel Thierry Atangana, il est établi, et l'État du Cameroun a reconnu cela, qu'il y avait 275 milliards qui ont été détournés par l'État du Cameroun par rapport au projet de route. Il a demandé qu'il soit indemnisé à 1,5 milliard, sans oublier d'autres choses qu'il devrait revendiquer à l'État du Cameroun. Pourquoi la France ne fait pas pression à Biya de payer ça et la France va plutôt prendre de l'argent pour aller verser en République centrafricaine chez Rémi Quignolo et à Touadéra, lequel, immédiatement, vous avez vu, Rémi Quignolo part à peine en France, Touadéra dit, me voici, me voici, me voici. Allez, je convoque déjà là. Le référendum, c'est le 30 juillet. Comment ça coïncide comme ça? Juste parce que les dirigeants africains viennent nous mettre, nous enfumer. Ils viennent nous montrer qu'ils nous aiment. Ils n'aiment que le pouvoir. Ils sont capables de tuer tout le monde, de vendre tout le pays, pourvu qu'ils restent au pouvoir. Le problème n'est ni la France, ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis. Ils sont amis de tout ce monde-là. Pourvu que tu leur garantisses une chose, c'est le pouvoir. Rien de plus. Rien de plus. Ne continuez plus. Écoutez des bandes de crétins qui viennent vous dire qu'ils sont des panafricanistes. Des gens qui disent que ceci et cela. Ils ont chacun des intérêts et d'ailleurs sont parfois payés par cela. On ne peut pas être panafricaniste
et soutenir un président qui viole la Constitution, qui met ses adversaires hors d'état de nuire. Toute l'opposition centrafricaine, comme Macky Sall également au Sénégal. Aujourd'hui, tous les adversaires, s'ils ne sont pas en prison, ils sont sous redressement fiscal, ils sont sous ceci, ils sont... Mais c'est incroyable. Je vais déposer ça là. Une fois de plus, je voudrais féliciter surtout le peuple sénégalais. Parce qu'au moins là, il y a un espoir. Quand je vois comment cette jeunesse se lève pour dire non, nous en Afrique centrale, n'avons-nous pas honte? Regardez le peuple sénégalais. Ils n'ont pas peur des balais parce que l'armée, dès qu'elle voit une masse, elle recule. Il n'y a pas de force de sécurité qui puisse anéantir un peuple. Le peuple sénégalais lutte pour la démocratie. Nous luttons pour le chacun pour soi en Afrique centrale. Et nous serons écrasés un à un. Le peuple sénégalais, vous êtes des martyrs. Je vous admire et je vous soutiendrai parce que vous montrez aux yeux du monde que vous n'êtes pas du côté du régime. Hier, c'était Macky Sall qui était opposant, vous étiez derrière lui. Abdoulaye Wade lui-même, quand il était opposant, vous étiez derrière lui. Aujourd'hui que Sonko est opposant, vous êtes derrière lui. Votre sang coule. Pendant ce temps, en Afrique centrale, vous allez voir un peuple somnolent. Un peuple qui n'a aucun élan de solidarité. Un peuple qu'on ne retrouve unique pendant les matchs de football ou dans des bars. Un peuple où un président peut faire 40 ans, 50 ans au pouvoir et prendre ses enfants et les remettre là. Et on est content. Peuple sénégalais, vous êtes un peuple mûr. Et sachez que quand un fruit doit mûrir, fais quoi? Mets-le dans l'eau. Mets-le au soleil. Dans la neige. Il va mûrir. Vous êtes exemplaire, solidaire. Et c'est pour cela que je ne peux que vous dire merci. Parce que vous donnez une autre véritable réplique contre les régimes totalitaires, sanguinaires. Vous avez refusé cela dans votre pays. Nous, en Afrique centrale, c'est l'occasion de prendre l'exemple qui vient de l'autre côté. Et non de dire, je vais voir mes enfants grandir parce que vous allez tous mourir. Je vais mourir, moi qui parle. Et vous qui ne parlez pas, vous qui ne marchez pas, vous allez mourir si vous ne mourrez pas.
Parce que vous avez marché, vous allez mourir des suites d'accidents, vous allez mourir des suites de famine, vous allez mourir des suites de syphilis, de sida et de tout le reste de cette vie de débauche que vous menez, où vous n'avez pas peur de mourir, mais vous avez peur de mourir pour les vraies choses utiles. Regardez l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Hier, c'était les Burkinabés. Hier, c'était les Sénégalais. Et toujours, ils sont là. Et même le petit pays comme la Gambie, on a vu Yaya Jammeh qui a été obligé de s'enfuir. Mais nous, en Afrique centrale, que faisons-nous? À part porter des belles vestes, cravates, belles voitures, aller faroter avec les cigares dans des grandes soirées, que sommes-nous? Zéro liberté. Nous ne sommes que des esclaves à la merci de ceux qui nous dirigent depuis les soi-disant indépendances. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes seulement dépendants du sexe et du vin. Parfois, je n'ai pas envie de continuer. Mais après, je me dis pourquoi m'arrêter? Quand je regarde le désert qui est parfois autour de moi, quand je vois le peu de gens qui sont capables d'accepter, se sacrifier, je suis inquiet. Et pourtant, la première des choses qu'il faut demander à un peuple, lorsque vous êtes un citoyen, demandez la justice. J'écris parce qu'il y a des injustices. Je suis ici parce que ce sont les autres qui subissent des injustices. Ils se réfugient derrière les injustices parce qu'il n'y a plus de justice. Pouvez-vous faire même les affaires s'il n'y a pas de justice? Regardez. Seulement donc, vous n'avez rien contesté. Vous êtes parti comme dans le Djangui. Donnez votre argent, la sueur de votre front, à un individu qui est venu vous raconter des rêvasseries. Et il vous a dit que vous allez gagner des milliards en dormant. Et il vous a dit ce que Dieu lui-même n'est pas capable de faire, ou plutôt refuse de faire. Il vous a dit la pauvreté est finie. Et il a appelé cette société d'escroquerie l'Iablimal. Et après avoir eu à vous faire du mal,
Vous avez porté plainte. 3 millions de souscripteurs. Et puis il a dit c'était 300 000. Mais dans tout ça, à peine officiellement, dans ce registre, 117 000. Où sont partis les autres souscripteurs que vous êtes? On a fait un mandat d'arrêt contre lui. On l'a arrêté. Et curieusement, il a été libéré pour être exfiltré où? En République centrafricaine. Entre 5 et 7 milliards escroqués à ses clients. Avez-vous marché lorsque vous avez appris que Émile Parfait Sim est parti, libéré par vos autorités? Chacun a dit, je donne tout à Dieu. Je montre tout à Dieu. Et je fais ceci à Dieu. Dieu. Donc un escroc vient voler votre argent. Vous avez des juges. Vous avez des autorités judiciaires, donc des auxiliaires de justice d'abord. Vous avez un ministre de la justice. On vous vole de l'argent. Et Émile Parfait s'en va. C'était votre argent. Ce n'était pas l'argent de J. Paul Bingono. Vous venez seulement pleurer dans mes oreilles. Moi aussi, on m'a volé. Vraiment, grand, il faut parler de ça. Vous n'avez pas les bouches. Vous ne pouvez pas vous organiser. Émile Parfait Sim, pourtant, a été accueilli à Bangui comme un héros. Oui, ce mafieux est pourtant, jusqu'à cet instant où je vous parle, le conseiller spécial de Serandji, le ministre de l'Assemblée nationale. Et puis, Touadéra désigné d'aller en Russie. Ah, cette Russie qu'on applaudit tout le temps avec notre argent. On a même dit qu'il allait maintenant ouvrir des écoles partout pour apprendre la langue russe et surtout, il était déjà le porte-parole des BRICS. Il continue ses activités à Douala, à Yaoundé. Aucune autorité ne l'a arrêté. Et c'est maintenant au Bénin, exactement à Cotonou, qu'un type a été désigné comme le représentant de Émile Parfait Sim. Voilà donc l'image du Cameroun, fait mal. Avec la complicité de nos autorités. Il est arrivé là-bas. Il a vu ce représentant-là, désigné par Émile Parfait Sim, s'est installé avec une nouvelle version de l'IEP Limal, mais avec le même nom, l'IEP Limal, des belles photos avec les ministres camerounais, avec Émile Parfait Sim. Il a escroqué. Je vous donne seulement les deux premiers plaignants. Une dame et son frère lui ont donné 36 200 000 francs CFA. Parce qu'il a dit, vous aurez le double de ça en moins d'un an. Dès qu'ils ont pris de l'argent, ils ont escroqué partout. Allez, ils ont voulu tracer. Mais au moins, le Bénin n'est pas comme le Cameroun.
il y a ce qu'on appelle la balle aux clients. C'est-à-dire que c'est une agence qui lutte contre la criminalité, le terrorisme. Ils ont donc pris cet individu. Émile Parfait, comme d'habitude, lui, il n'était pas là, puisque lui développe tout simplement les tentacules. Au moins ce réseau est tombé. Vous vous rendez compte? Vous allez au Togo. On vous dit, les Camerounais sont des fémins, des Émile Parfait, que quand ils vont, ils volent, et puis, parce qu'il n'y a pas de justice chez eux. Voilà notre image. Dans des pays qui nous respectaient. Parce que nos ministres ne sont que des bandits. Ils ne marchent qu'avec des bandits. Ils font la promotion des bandits. Ils protègent des bandits. Et le ministre de la Justice, c'est le chef bandit. Regardez notre Fémania qui vient d'être faite par toujours ce réseau-là. Ce réseau, c'est avec Lazare Atou. Voilà quelqu'un qui n'est pas habilité à être comptable. Mais il est venu créer une agence au Cameroun où on vous dit que lui, il gère seulement. Il gère seulement l'ex-ONCPB. Donc les trucs résiduels de l'ex-ONCPB. Vous dites, ah. Et puis, l'ex-ONCP, donc le port, bref, les sociétés qui sont bien mortes, et la régie Fercam, Lazare Atou. Qui l'a nommé là-bas? C'est Laurent Esso, qui était à la présidence de la République. Où va l'argent? Donc, il prend les loyers. Et d'ailleurs, c'est ce monsieur-là qui avait donné AB Petroleum. C'est-à-dire que les locaux appartenant à la CNPS, à Jean-Pierre Mougou, Belinga, dernièrement. Lazare Atou. Voilà le protégé de Laurent Esso, qui est l'escroc, qui vole l'État du Cameroun. Vous vous rendez compte? Tous les ministres des Finances ou de l'économie qui se sont attaqués à lui, Laurent Esso les a dégagés. Et quand il prend cet argent, on ne sait pas là où ça part. Et là maintenant, on découvre que c'est des milliards qu'il doit à l'État. C'est maintenant que le Consupé décide de poursuivre quelqu'un dont nous décrions des années. Depuis des années. Lazare Atou a donc été maintenant mis dans la sauce. Je vais essayer de voir ce qui a été fait par la présidence de la République. C'est une descente aux enfers qui commence donc pour Laurent Esso. Parce que Lazare Atou n'était que son bras droit, celui par qui il faisait tout pour essayer non seulement de combattre les autres, mais surtout de faire beaucoup de rentrées. Je ne sais pas celui qui appelle là. N'appelez pas.
franchement, je ne sais pas. Je vais te bloquer dès que le direct est fini. Parce que cela veut dire tout simplement qu'il y a du manque de respect. Je cherche des fichiers de Lazare Atou et je vais un peu vous dire ce qu'on reproche à ce cabinet qui doit 13 milliards à l'État du Cameroun. Je dis bien 13 milliards. Je vous ai dit pour Régis Fercam, ex-Régis Fercam, c'est-à-dire qu'on avait des sociétés qui marchaient, qui ont été créées par Amadou Ahidjo. On les a fermées. L'ONCPP, on a fermé. C'est avec l'argent de l'ONCPP qu'on avait d'ailleurs construit les stades, machin de la Cannes 1972. Les sociétés qui marchaient à l'époque d'Ahidjo, c'est ça qu'on a fermé. Et finalement, lui, il revient là pour dire qu'il est là pour gérer les actifs résiduels. Alors, c'est le 20 avril. Regardez à quel moment ça arrive. Le 20 avril 2023. C'est là où finalement il y a une décision qui vient du palais. Alors que depuis que Essou est là, on n'a jamais bougé, on n'a jamais poursuivi Lazare Atou. Ça veut donc montrer que Paul Biya est en train de s'attaquer directement, maintenant, à Laurent Isso. Parce qu'il ne pouvait pas, je dis personne, ne pouvait jamais s'attaquer à Lazare Atou. Et c'est là où lui, il a envoyé ce qu'on appelle le conseil de discipline. Le conseil de discipline est un organe de ce qu'on appelle au Cameroun le conseil, le contrôle supérieur de l'État, qui dépend de la présidence de la République. Chaque fois qu'on envoyait les inspecteurs là-bas, Esso les chassait. Esso pouvait faire tout ce qu'il veut, et d'ailleurs, il pouvait même les mettre en prison. Vous vous souvenez d'ailleurs du contrôle dans les bureaux de Jean-Pierre Moukbelinga, lui qui doit de l'argent au fisc. Comment ça s'est soldé? Eh bien, c'est lui qui met les inspecteurs en prison. Dans le cabinet Atou, pour être clair et net, pendant la période, je vous cite, 2006 à 2021, eh bien, le cabinet Atou n'a pas versé, ou plutôt empoché l'argent qui devait revenir à l'État. 12 milliards, 812 millions, 546 866 francs CFA. Et voilà ce qu'on reproche au cabinet Atou. Parce que la présidence a demandé directement de payer. Directement de payer. Non-reversement de l'État. Non-reversement à l'État de sa quote-part sur les recettes hors ferraille. 1. 2. Le cabinet est Atou, qui appartient à Esso, pour dire clair. On lui reproche aussi le non-reversement de l'État sur la côte, sur les recettes des ferrailles. On reproche aussi au cabinet Atou de n'avoir pas versé à l'État sa quote-part sur les démantèlements des rebuts de ferraille, la mise à disposition irrégulière du patrimoine relevant du domaine public artificiel. Et puis, ce qui est beaucoup intéressant, la domiciliation par le cabinet Atou SA de la quote-part de l'État dans les recettes issues de la gestion des actifs résiduels dans les comptes privés.
l'argent de l'État se retrouve dans les comptes privés. Mais Laurent Esso, explique-nous ça. Ministre de la Justice. Ok. Le cabinet Atou, par ailleurs, est déclaré coupable de non-respect des exigences en matière de reporting et de contrôle. Le cabinet Atou est aussi déclaré fautif sur l'aliénation des immeubles de l'ex-ONCPP sans qualité ni autorisation. Le cabinet Atou est aussi reproché, est aussi fautif sur ce qu'on appelle la minoration des valeurs réelles des superficies de parcelles de terrain, objet de cession. L'utilisation par le mandataire des biens du patrimoine résiduel à titre gratuit. Je vous avais parlé de titres gratuits. Vous allez à quoi? Les terrains qui sont là. Et je peux vous dire, Laurent Esso a au moins actuellement 30 terrains gratuits. Et il fait passer ça par le nom, soit d'une cousine, ou par des prête-noms, ou encore par ses multiples compagnes et Jean-Pierre Moukoubelinga. Voilà donc notre ministre d'État chargé de la justice. Vous savez qu'il avait d'ailleurs dit qu'il devait construire l'immeuble de Loada, 19 000 mètres carrés qu'il devait acheter. Allez demander à combien il a acheté ça. Et où? Il va acheter encore chez Atou. Donc chez lui-même. Laurent Esso achète chez lui-même le terrain. Ok. Et comme il croyait qu'il est très fort, il avait dit à Atou, ça c'est avant l'arrestation de la mort de Martinez-Ououan et l'arrestation de Jean-Pierre Moukoubelinga. Le gérant du cabinet Atou n'a pas déféré à la convocation du CDBF au motif que celui-ci est caduc au regard de la loi portant régime financier de l'État. Mais ils ont quand même introduit des recours. Ça n'a rien donné. C'est pour ça qu'il vient parler de ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont porté plainte contre le contrôle supérieur de l'État au tribunal de grande instance du Fungi. Vous savez pourquoi non? Parce que chaque fois que vous avez un problème contre Atou ou un Moukoubelinga, allez, ils portent plainte. Et vous êtes condamnés. Puisque c'est eux, Esso. La mission du Consupé déclare avoir eu recours à des experts immobiliers et des génies mécaniques assermentés. Bien plus, afin d'en savoir plus sur la convention signée entre le cabinet Atou. Suivez bien le dernier paragraphe là. Entre le cabinet Atou et le ministère de la Justice qui a abouti en 2019 à la vente d'une parcelle de terrain à Douala
laquelle va abriter le complexe des institutions judiciaires, et en 2020, à la vente d'un terrain à Yaoundé, où devrait être construit le siège de l'Ouada. La mission du Consupé a donc pu obtenir du chef de l'État, Paul Biya, que le ministre d'État, Laurent Esso, garde des Sceaux, réponde du dit contrat et de ses effets. C'est ainsi que Laurent Esso a déjà répondu. Il a donc été obligé de répondre aux requêtes des inspecteurs. Vous comprenez comment ça vient, non? Laurent Esso, un ministre de la Justice, qui est maintenant sous le coup des inspecteurs. Ah, il répond à Biya. Martinez Zoko, tu n'es pas mort pour rien. Parce que je peux vous dire, c'est la toute première fois en 40 ans de pouvoir. Et surtout avec à côté de lui Laurent Esso. Que le Consupé aboutisse à des sanctions. Parce que là, c'est une sanction. Ça, c'est une décision. C'est-à-dire que on laisse Laurent Esso avec sa justice. On lui dit, on connaît ce que tu fais avec la justice là-bas. Mais nous, on t'amène ailleurs. Parce que avant cela, il y avait eu 3 missions, que je ne peux même pas vous donner toutes les missions là, qui n'avaient jamais abouti à une session du CDBF. C'est-à-dire que cette structure, qui est presque une cour de justice du Conseil, du contrôle supérieur de l'État. Et là, c'est Paul Biya lui-même qui a décidé cela. Ce qui danse donc, quand Mogo va sortir, ou que Laurent Esso en est sorti, ils peuvent bien commencer à s'inquiéter et à se poser des questions par rapport à ce qui pourrait arriver. Parce que avec Paul Biya, aujourd'hui, vous êtes son ami. Mais quand son pouvoir flanche, il ne va même pas vous attraper par ce qu'on vous reproche. Il va passer par derrière. Il a d'abord fait semblant de laisser l'affaire Martinez Zoko, où il y a pourtant le nom de Laurent Esso, qui a été cité plusieurs fois, ou plutôt 3 fois. Mais maintenant, il va passer derrière le contrôle supérieur de l'État, où il va tomber d'abord pour détournement avant que la suite ne puisse s'enchaîner. Le Zomlo des Zomlo, qui mettait donc des gens en prison en se basant sur les sceaux, vient de subir des contre-coups successifs. Vous vous souvenez d'ailleurs que Amoubelinga Petroleum ou AB Petroleum, cette structure qui voulait créer, eh bien la présidence de la République a demandé que cette structure, les travaux soient arrêtés. Et directement, le ministre Gaston Elundu a fait la même. Là encore, avec ce qui est en train de se passer maintenant, sachez que l'étau ne fait que se resserrer. Parce que la prochaine cible sera Lazaratou. Et comme Lazaratou ne va pas mourir seul, il va donc livrer lui aussi Laurent Esso. Puisque c'est Laurent Esso qui était le parent de la mafia. C'est Laurent Esso qui a tout fait. Laurent Esso,
le ministre qui est impliqué dans toutes sortes d'assassinats et donc, aujourd'hui, qui risque de se retrouver à la position où il mettait les autres avec la clé